Bon, et bah pour un dernier Grand Prix de cette longue saison 2022 de Formule 1, on a eu un petit peu de bataille et beaucoup de stratégie avec la P2 du championnat pilote qui s'est joué dans les derniers tours. Et ça, c'est quand même pas mal. C'était pas ouf, mais c'était pas si mal. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 de Formule 1. C'est le dernier, c'est parti. Allez, on commence par la première réaction, à savoir le fait qu'Aston Martin et Alfa Romeo terminent à égalité de points au classement des constructeurs cette année pour la P6 quand même, donc c'est pas rien. Pour les départager, c'est assez simple, c'est le meilleur résultat de l'équipe en course qui compte après l'égalité des points. Donc Imola, quand Bottas s'est adjugé la P5, et ben c'est ce qui compte pour mettre Alfa Romeo devant, puisque Aston Martin n'a pas réussi à faire mieux qu'une P5. Voilà. Alors la stratégie était hyper défensive pour Alfa Romeo sur ce Grand Prix, les Aston Martin partaient assez loin devant pour le coup, et donc ça allait être difficile de montrer un bon rythme et de venir se battre avec les Aston Martin, surtout quand un Bottas il part P17 et un Vettel il fait un temps en Q3 quoi. Sachant que les Aston se sont plus battus avec les Alpines, loin devant les Alfa Romeo qui étaient loin derrière. Alors du coup Bottas l'a expliqué en interview, ils ont choisi les pneus durs chez Alfa pour commencer la course, et en fait, ils ont attendu tout le premier relais que les Aston reviennent une fois qu'elles s'étaient arrêtées au stand pour changer leurs pneus, pour leur donner un petit peu la vie dure et les empêcher un maximum de remonter dans le classement. Donc c'était en mode, bon on va attendre et puis dès qu'elles vont revenir, bon on va essayer de les bloquer, tout simplement. Alors c'est un peu la stratégie du désespoir pour le coup, pas sûr que ce soit vraiment la meilleure stratégie. Après effectivement, le rythme des Alpha était loin de faire des étincelles, donc... Bon est-ce que c'était pas un peu la seule stratégie qu'ils avaient à disposition? Peut-être, je sais pas, mais c'était sans compter sur quand même Aston Martin qui se prend un peu les pieds dans le tapis avec la stratégie de Sébastien Vettel. Alors stratégie à un arrêt pour le pilote allemand qui courait sa dernière course en Formule 1, mais le plan a été assez mal exécuté à tel point qu'en fin de son premier relais, il s'est fait dépasser par ceux avec qui il se battait en début de course. Donc on parle de Ocon, Alonso, etc. je crois. Et une fois les nouvelles gommes passées, voilà, il commençait à remonter, etc. Mais une fois que c'était un peu épuisé dans le deuxième relais, plus de performance. Et pareil, en fin de course, il se faisait repasser par ceux qui faisaient 2 arrêts. Alors il fallait que Sébastien Vettel dépasse Daniel Ricciardo en fin de course pour mettre Aston devant au championnat. Voilà à quoi ça s'est joué, donc dans les derniers tours, très clairement. Alors oui, les titres constructeurs et pilotes sont enterrés depuis un petit peu longtemps, hein, on va être clair sur cette saison. Mais voir une 6e place des constructeurs se décider dans les derniers tours, sur la dernière course comme ça, à finir à égalité de points, honnêtement, ça fait quand même du beau spectacle, quoi. Alors Vettel, parlons-en, début de course avec une belle bataille contre Esteban Ocon et un petit peu avec Fernando Alonso. Ils ont un petit peu perdu de temps quand même sur Norris, par exemple, qui devant s'échapper tranquillement. Mais pour notre plus grand plaisir, on voyait enfin un Vettel se donner, faire des attaques et tout, donc ça c'était cool. En revanche, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais je m'attendais à avoir beaucoup d'émotions sur cette fin de course, en me disant ouais, que c'était les derniers instants de Sébastien Vettel en Formule 1, et j'en ai eu absolument rien à faire, quoi. J'ai eu, mais alors absolument zéro émotion, que ce soit ses radios, son tour d'honneur, son interview, les donuts, etc. Enfin vraiment, ça m'a touché zéro, alors que je m'étais préparé à pleurer, mais comme une madeleine. Alors je sais pas si c'est parce que la F1 en a encore fait trop sur son départ, et donc du coup il y a eu tellement de contenu sur ça que le moment où ça arrive, en fait OSEF, etc. Ou alors juste peut-être que on a eu peut-être trop de moments et d'événements cette année, et que là j'ai plus d'émotion, quoi, j'ai plus rien à donner, donc c'était compliqué, enfin j'en sais rien. Enfin si vous avez eu des larmes et tout, tant mieux pour vous. Je suis un petit peu jaloux pour être honnête. Alors j'ai eu du mal avec Sébastien Vettel sur ses dernières années chez Ferrari en tout cas. Il était un petit peu fini, je trouvais, à mon grand regret. Mais par contre, j'ai acquis un immense respect pour l'être humain qu'on a eu et qu'on a pu voir plus souvent après Covid, quoi. C'est aujourd'hui une très grande source d'inspiration de mon côté. Un homme aux qualités vers lesquelles moi j'ai envie de continuer de grandir. Bon, j'ai 30 ans donc voilà, mais ça c'est son plus gros cadeau pour moi. Donc voilà, c'est un super pilote. Reviendra pas. Le sportif Sébastien Vettel, aujourd'hui, en vrai, je m'en manque un petit peu. Je l'ai rangé comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la F1. Tant que je peux m'inspirer de lui humainement, c'est ce qui compte. Le reste, ce sera du bonus. Donc voilà, tant que Sébastien. Deuxième réaction, bon, faut le dire, on en a eu un qui a terminé sa saison sur un week-end, n'ayons pas trop peur des mots, qui était catastrophique, et c'est Pierre Gasly. Alors,
éliminé en Q1, parti P17 pour faire soft, hard en stratégie. Sur le papier, il y avait peut-être de l'idée de faire soft, médium, médium, mais alors juste sur le papier, quoi. Par exemple, les softs pour tenter de rouler bien plus fort que tout le monde et essayer de dépasser pour ensuite se décaler et tenter peut-être, je sais pas moi, 2 arrêts, etc. Sauf que bah, les softs ne marchaient absolument pas et pour cause, personne d'autre ne les a pris tellement on a vu Pierre galérer avec. Alors, derrière, on le plante sur un hyper long relais en hard. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Enfin bon, bref, c'était la cata. C'est terrible parce que Tsunoda s'en sortait vraiment pas trop mal pour le coup. Un peu un air de tout ça pour ça, d'une certaine manière, j'ai l'impression. Il échoue à la porte des points, mais ça n'aurait pas suffi à prendre suffisamment de points pour revenir sur As, puisqu'ils avaient 2 points de retard, je crois. Donc il fallait en marquer 3 pour être sûr de passer devant. Les As qui pourtant finissent bonne dernière de la course, alors qu'on avait un Mick Schumacher qui était P12 au départ. Et pourquoi pas jouer peut-être un petit peu mieux pour Magnussen qui partait un petit peu plus loin. Mais il y avait peut-être un peu de potentiel chez As, mais bah non, bonne dernière pour le coup. D'ailleurs, Schumacher bat encore une fois Magnussen en course et termine la saison en l'ayant battu sur le nombre d'arrivées devant son coéquipier cette année. C'est terrible parce que ce soit Schumacher ou Tsunoda, on a un petit peu cette impression, je dis bien cette impression, que c'est un peu le même combat. Ils ont moins marqué de points que leurs coéquipiers. Par contre, on a l'impression que bah, ils ont battu leurs coéquipiers en règle générale en course. Alors pour Schumacher, oui, c'est le cas. Pour Tsunoda, Gasly, non. Gasly a fini plus de fois devant Tsunoda. Alors en plus de ça, Schumacher termine quand même devant Magnussen malgré le fait qu'il s'accroche avec Latifi. Rien de fou, hein. Schumacher avait des pneus plus frais et plus performants. Latifi prend un point de corde un peu tardif, mini touchette. Et spin synchronisé pour le coup. Alors c'était assez surprenant de voir Schumacher partir aussi en tête à queue parce que vu le contact, moi je m'attendais à ce qu'il y ait juste Latifi qui part en tête à queue et puis terminé. Bon, grosso merdo, là c'est plus un incident de course, voilà, rien d'autre à voir, merci. Il était temps que la saison se termine pour Pierre, pour tourner la page tranquillement, ou peut-être même rapidement, et se mettre dès mardi dans le bain avec sa nouvelle équipe pour prendre contact et prendre ses marques pour 2023. J'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va faire un petit peu bizarre, mais genre bizarre bien, tu vois, d'une certaine manière. Donc j'ai hâte de le voir rouler dans l'Alpine. Ouais. Ça me fait plaisir. Ça y est, c'est fait. Alpine prend donc la 4e place du championnat. C'est la 3e réaction. J'aurais dû la mettre dans la 4e réaction, mais bon, on s'en fout. 4e place du championnat constructeur devant McLaren, meilleur des autres. Et un très beau step franchi pour l'équipe française, honnêtement. Ça fait vraiment grave plaisir. Alors, sur la course, j'avoue que un petit peu dommage que Esteban n'arrive pas à se détacher de Vettel en début de course. Et du coup, bah, Norris s'échappe doucement. D'ailleurs, les trois, là, Ocon, Vettel, Alonso, perdent un temps monstrueux à se battre en début de course plutôt qu'à vraiment avancer. Mais bon, bah, c'est la course aussi, hein, à un moment donné, voilà. Derrière, comme bah, Aston se foire dans la stratégie de Vettel, ça laisse les Alpines un petit peu plus tranquilles et ça leur permet de mieux se concentrer sur rattraper Norris. Alors, il n'y avait pas un besoin ultra urgent d'aller chercher le pilote anglais de chez McLaren, puisque Alpine comptait quand même 19 points d'avance, je crois, sur McLaren en arrivant. Mais pour l'effort, fallait quand même tenter la chose et y aller, quoi. Alors, je voudrais juste, encore une fois, ressouligner le fait que sur les dernières courses de la saison, en haut du milieu de peloton, là, vers les Alpines et les McLaren, on a donc vu des Aston Martin venir se mêler à la bagarre à la régulière, d'accord? Genre, moi je m'en suis pas du tout rendu compte, mais les progrès d'Aston Martin, c'est zinzin. Genre, on est passé de l'équipe dernière du championnat à je joue en course contre les Alpines. Le début et la fin de saison, what the fuck. Bref, Ocon s'arrête pour remettre des hards et faire son 3e relais. Norris est obligé de couvrir et met des médiums et ça se termine à pas grand chose entre les deux. Ocon lui reprenait, je crois, 1 seconde par tour, il me semble. Encore peut-être 1 ou 2 tours et Esteban prenait probablement la P6. On note quand même que Norris avait un petit peu trop attaqué dans son début de 3e relais, donc avec les médiums. Il a pris le meilleur tour en course. Merci, ça fait sauter ma cote du hat-trick chez The Bet, c'est cool. Mais ça a un petit peu trop tapé dans ses pneus et donc du coup derrière il était obligé de faire un petit peu de la survie sur ce 3e relais et cette fin de course. Bon, comme si le running gag, du coup, on passe à autre chose, mais avait pas assez duré sur ces 22 Grands Prix, fallait bien qu'il y ait un petit problème sur la voiture numéro 14, juste histoire de terminer sur une bonne note. Fuite d'eau ou problème sur la pompe à eau, en tout cas, encore une fois. Je crois que Laurent Rossi disait que c'était 60 à 70% des problèmes qu'ils ont eu cette année. Le problème vient de la conception et de l'architecture, donc c'est aussi pour cela que ça n'a pas été revu cette année ou fiabilisé d'une certaine manière. Faut revoir toute la pièce et donc du coup bah tu peux pas changer ça comme ça sur le moteur a priori. Mais bon, oui, c'est toujours sur Fernando que ça tombe. C'est
terrible. Je pense que s'il n'avait pas eu tous ces problèmes, peut-être qu'il serait pas allé chez Aston Martin. Parce que mine de rien, qu'est-ce qu'il s'est donné cette année? Et on a entreaperçu le potentiel aussi de l'Alpine, quoi. Plusieurs fois en qualif, par exemple, tu vois, je crois il y avait quoi, l'Australie, Canada aussi, ça a bien fonctionné. Il y a de quoi être optimiste pour 2023 pour le coup. Alors Alpine, McLaren, Aston, attention, hein. J'espère qu'Alpine sera capable de faire un petit step supplémentaire pour essayer d'aller chercher un petit peu les 3 top teams, pendant que Aston se bat avec McLaren. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Ça peut être très cool en tout cas d'avoir les 3 top teams et les 3 midfield teams entre guillemets qui se battent. Ça peut faire des belles choses. J'espère juste que le gap entre les top teams et le haut du milieu de peloton se resserre un petit peu, parce que le gap entre ouais, les 3 top teams, il y avait quand même une belle fourchette, quoi. Bon. On va parler de Mercedes dans cette 4e réaction pour le coup. Et je dois dire que la saison a été un petit peu à ce à quoi je m'attendais en termes de dynamique dans l'équipe. Avant le début de la saison, je m'étais dit, bon, Russell arrive quand même pile poil au bon moment, avec les essais hivernaux et tout. La voiture a des problèmes, Hamilton a du mal à la comprendre, il faut faire un effort pour pousser l'équipe à aller dans le bon sens et dans la bonne direction. Bref, c'est exactement ce qu'il devait faire chez Williams pour le coup pendant 3 ans à peu près. Donc bah, le grand bénéficiaire de cette situation pour moi c'était quand même Russell. Alors à tel point qu'il a pris ses marques comme il fallait, et ça s'est vu dans les dernières courses de la saison. Enfin, il réfléchit beaucoup, il est très intelligent dans sa course, dans sa stratégie, et souvent même si l'équipe lui fait faire du coup un peu l'inverse, bah de base, il avait la bonne idée stratégique qui allait fonctionner. Je pense au Mexique, par exemple. Là où chez Hamilton, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu la galère, j'avoue, pas autant sur la stratégie, surtout sur la stratégie, quoi. Et là encore, on en a eu la preuve à Abu Dhabi. Russell, il dicte la stratégie à son ingé. Ça prend de court un petit peu le côté du garage d'Hamilton, qui réagit trop tard, malgré les injonctions du pilote britannique qui dit « Les gars, je pense qu'on est en train de se gourer ». Alors là, si la stratégie a un arrêt fonctionné pour un Verstappen ou un Leclerc, c'était une question de gestion parfaite des pneus, avec une voiture qui était performante et qui en gardait sous la pédale, on va dire. Ce que n'avait pas forcément Lewis Hamilton vis-à-vis de la Ferrari de Sainz. La dégradation chez Mercedes, bon, voilà. La performance, bah non, c'était un petit peu just pour lutter contre Sainz. En étant plus rapide, oui, ça aurait peut-être fonctionné. Alors ce qui est terrible, c'est que Mercedes et Russell comprennent vraiment le jeu dans lequel ils sont, c'est-à-dire outsider sur les 4 voitures qui sont devant. Donc c'est à eux de donner un petit peu le coup de feu stratégique entre guillemets et de prendre des risques et être agressifs, là où Ferrari et Red Bull n'ont pas forcément avoir trop besoin de regarder ce qui se passe derrière et ce que fait Mercedes, car l'écart est pas assez dangereux entre guillemets, sauf si sur certaines courses, bah Mercedes est dans le match et là, auquel cas, ça devient une stratégie un peu plus complexe où tu as une autre équipe à surveiller, quoi. Et alors chez Hamilton, on joue la sécurité, la défense, quand Norris ou les poursuivants sont beaucoup trop loin pour défendre au lieu d'attaquer et regarder ce qu'il y a devant. Et c'est un petit peu la dynamique qu'a subi Hamilton, j'ai l'impression, par son équipe cette année, d'être un petit peu trop conservateur. Bon, alors du coup, pas le temps de niaiser, problème de fiabilité chez Hamilton, problème hydraulique qui se répercute, je crois, sur la boîte de vitesse, il me semble. Premier et seul abandon mécanique pour le Britannique, ça reste quand même une sacrée perf pour les flèches d'argent qui ont été hyper fiables cette saison. Donc voilà, mais pas de pole. Et pas de victoire pour Lewis Hamilton, première fois de sa carrière que ça arrive en Formule 1. Et j'avoue, je suis un peu triste. J'aurais bien voulu le voir au moins faire une win ou une pole position pour continuer ce record absolument incroyable de chaque année réussir à faire ça. 5e et dernière réaction, mesdames et messieurs, on termine sur une super bonne note. Ça me fait vraiment giga plaisir, mais oui, Ferrari nous a sorti une masterclass stratégique, c'est beau, punaise, oui. Alors ça y est, Charles Leclerc et Ferrari ont choisi une stratégie, ils s'y sont tenus jusqu'au bout, ils y ont cru malgré 2-3 petits doutes, ils se sont concentrés sur eux et je suis sûr que les ingés ont un peu plus écouté Charles Leclerc, les ingés avaient l'air d'être vraiment moins paumés sur le pit wall, bref, ça fait super plaisir. Alors, si on regarde un petit peu clairement, les Red Bull étaient devant en termes de rythme, de pas grand chose, mais devant quand même. Donc pour les battre, ça allait être à la stratégie qu'il fallait aller les chercher, hein. Donc il n'y avait pas trop le choix. Dans le premier relais, en fait les Red Bull manageaient pas trop mal leurs pneus, ça allait, mais d'un coup sec, chez Sergio Pérez, ça a commencé à avoir des problèmes sur les pneus médiums, sur le pneu avant droit je crois, ce qui a obligé Red Bull à le faire rentrer pour les hards, vraiment un peu trop tôt dans la course je pense,
parce que Leclerc revenait derrière et aurait pu tenter justement l'undercut pour lui prendre la position au jeu des arrêts au stand. Alors Leclerc a réussi à faire un petit peu plus de tours, 6 pour être exact, et puis derrière on lui met les hards, et du coup la chasse commence. Alors le seul problème de Pérez, c'est qu'il était bien parti pour faire une stratégie à 2 arrêts, en s'arrêtant aussitôt dans la course. La stratégie à un arrêt, ça allait pas tenir. Sauf que le rythme de Verstappen indiquait que ça roulait pour tenter un arrêt. Et Sainz, du coup, avait prévenu à la radio en disant « Ils vont trop lentement, les gars, pour faire 2 arrêts, c'est pas possible. » Le problème de Pérez, c'est qu'il était bloqué, en fait, entre Verstappen devant et Charles Leclerc derrière. S'il passe Verstappen et s'échappe pour réussir sa stratégie à 2 arrêts, en fait, il oblige Leclerc à accélérer, et donc il oblige Verstappen à accélérer, et là, on met bêtement en danger la win de Verstappen, qui, lui, est sur une stratégie, justement, à un arrêt au stand. Donc, il allait pas rouler comme un dingue pour user ses pneus, le Max Verstappen, donc c'est lui qui dictait un peu le rythme. Arrive le moment de bascule, Leclerc revient de plus en plus sur Pérez. À la radio, chez Ferrari, on dit « box opposite Red Bull », ce qui fait que Pérez plonge dans les stands, et donc ça oblige Leclerc à rester sur cette stratégie à un arrêt et à rouler suffisamment vite, sans trop user ses pneus, évidemment. Le bluff a fonctionné, car Leclerc a de quoi faire fonctionner sa stratégie à un arrêt, grâce aux 6 tours qu'il a fait en plus de Sergio Pérez, là où Pérez va devoir se donner avec cette stratégie à 2 arrêts et remonter comme un fou furieux. Si jamais Pérez ne s'arrête pas, du coup, vous allez me demander, et que Leclerc rentre pour faire 2 arrêts, en fait, il aura Pérez à sa merci, quoi qu'il arrive, qui aurait dû tenir les hards pendant 43 tours, donc le passer en fin de course, ça aurait été une formalité. Au pire, Pérez se serait arrêté le tour d'après pour couvrir un undercut de Charles Leclerc, qui aurait probablement fait passer Leclerc devant, et donc ça aurait été une question de défendre sa position pour la Ferrari sur toute la fin de course. Alors Pérez rencontre du trafic pendant toute la course, et pas que sur la fin avec Albon et Gasly qui se battaient en piste, donc du temps il en a quand même perdu sur l'entièreté de la course. Là effectivement Gasly lui coûte peut-être une tentative de dépassement, je pense, mais la P2 elle était clairement pas acquise pour autant, surtout quand c'est Leclerc qui doit défendre, autant te dire qu'il va tout donner et il va pas te laisser passer. Du côté de Ferrari et Leclerc, bon forcément c'est le jeu, mais on a eu un petit peu de doute quand même en voyant le rythme de Pérez quand il remontait, parce que il était parti pour jouer la position dans le dernier tour, donc on a demandé quand même à Leclerc s'il voulait pas s'arrêter, mais il avait plus assez de tours pour remonter derrière malgré un gros rythme par exemple. Donc ils se sont tenus à la stratégie de départ, ils ont écouté Charles Leclerc qui a dit non les gars, vaut mieux pas qu'on s'arrête. Leclerc et Ferrari ont été à l'écoute de ce qu'il se faisait chez Red Bull, ils ont su aussi en jouer, comme à Jeddah, parce que c'est pas la première fois que chez Ferrari on tente un bluff. Conscients de leur force, conscients de leur faiblesse, sachant agir en conséquence, même si ça n'avait pas marché pour Charles Leclerc, la stratégie aurait été la meilleure qu'ils avaient à leur disposition avec la voiture et le rythme qu'ils avaient, donc bravo, vraiment, pour le coup, bravo. Même si ça avait foiré, j'aurais applaudi. P2 au championnat pour Charles Leclerc, mérité, vu son parcours cette année et le nombre d'obstacles incalculables qu'il a rencontrés sur sa route, souvent gentiment posés par sa propre équipe. Mérité, maintenant, faut qu'en 2023, ça progresse sur les stratégies et les pit stops avec une bonne voiture. Et ça se battra devant. Il faut qu'on revoie ce genre de stratégie et ce genre de coup stratégique de Ferrari qu'on a vu hier, quoi. Bon alors vous allez me demander, Binotto, pas Binotto, Vasseur, oui, non, comme pour Michael Masi, c'est pas parce que tu changes la tête que tu résous le problème, loin de là. Il y a des problèmes à résoudre chez Ferrari. Oui, ils auraient probablement pu être résolus pendant la saison, et c'est là-dessus qu'il faut aussi se pencher sur pourquoi ça n'a pas été résolu pendant la saison. Et si effectivement Binotto n'a pas réussi, peut-être qu'un autre aura la clé, mais je suis pas certain que c'est entièrement de la faute de Binotto. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, on se retrouve l'année prochaine pour la saison 2023 de Formule 1. En attendant, portez-vous bien, ciao ciao.